crois que nous avons fait le tour de la question à présent. Ah, monsieur le professeur Einstein, peut-être quelque chose à ajouter? Une petite chose? Je vous remercie. Je me vois obligé de relativiser. De relativiser ce qui a été dit par mes éminents collègues. Il est évident, en effet, que si un homme capable de marcher au pas sur une musique militaire n'a pas besoin de cerveau, un étudiant dont le seul objectif serait de consommer toujours plus de biens inutiles tout en étant esclave docile de l'entreprise n'en a pas davantage besoin. Or, pour avoir travaillé au bureau des brevets de Berne, je peux vous assurer que si la protection des techniques industrielles nourrit tout juste son homme, elle ne permet en aucun cas la fulgurance de l'innovation. Innovation qui a pourtant l'air de vous tenir à cœur. Oui, absolument, madame. absolument. En ce qui concerne ce mot, innovation, je pense qu'il n'est pas inutile de dissiper un certain malentendu que votre thèse contribue à développer. Beaucoup de gens pensent comme vous que la finalité de la recherche et de la science, c'est l'innovation, c'est-à-dire le développement technique. Absolument, tout à fait. C'est méconnaître les rouages internes de la science. Certains cherchent une utilité immédiate à leurs travaux, d'autres n'en ont cure. Croyez-vous que lorsque j'ai travaillé sur la théorie de la relativité restreinte puis générale, je me suis posé la question de l'utilité publique? Pensez-vous que je cherchais à me rendre utile et à aider l'humanité? Si tel avait été le cas, si je m'étais posé la question des applications, alors, au vu de ce qu'ont engendré les sommes à Hiroshima et Nagasaki, peut-être aurais-je hésité. C'est vieux tout ça, c'est vieux. Non. Ce qui pousse le chercheur, madame, ce n'est souvent rien d'autre que le besoin d'expliquer et la soif de comprendre. Souvent de façon totalement gratuite, sans envisager l'utilité. Ça paraît étrange de dire ça à votre époque, où tout est conçu en termes d'utilité. Tout doit être utile, c'est-à-dire rentable sur le plan économique. Travailler plus, produire plus, consommer plus, gaspiller plus, téléphoner plus. Et voilà, en raccourci, le cycle de l'utilité. Or, l'inutilité déclarée de certains secteurs de la connaissance serait-elle une honte? Une tare à cacher, à rayer de la carte, à pourchasser comme une perte, un déficit dans l'économie du savoir? Bien sûr. À cela, deux réponses, Madame Pécresse. Tout d'abord, quand on parle de besoin d'expliquer et de soif de comprendre, j'y vois l'essence même de l'humanité. Renoncer à cela équivaut pour moi à renoncer simplement à être humain. Ensuite, il faut être bien naïf de croire que les applications les plus intéressantes naissent des recherches les plus appliquées. Et d'où alors? Ces différentes finalités ne travaillent simplement pas dans la même temporalité. Oui, bah, tout est relatif. Hein. Lorsqu'un chercheur suit bien en tête son idée et s'aventure dans des territoires inexplorés, à l'encontre des modes de son temps, il rentrera souvent bredouille. Mais parfois, il trouvera des résultats incongrus et inattendus, que ses pairs jugeront peut-être inutiles ou géniaux. Et il faudra peut-être des décennies avant qu'une application naisse, car un autre chercheur aura eu l'idée d'utiliser ce résultat dans un autre contexte. Tout cela est imprévisible. Et tout cela ne demande qu'une chose, de la liberté. Précisément ce que je propose, professeur Einstein. Non, madame, cette liberté n'est pas celle que vous appelez autonomie. Elle ne se nourrit pas de financement industriel et d'évaluation à courte vue. Elle se nourrit de temps. Temps. Temps pour aller au fond des choses, pour aller jusqu'au bout de ses idées. En acceptant de ne rien produire d'immédiatement concluant, de publier peu, même si l'activité est intense.
en déniant ce temps aux chercheurs qui, de par leur nature, leur passion ou leur caractère, préfèrent chercher plutôt que trouver, vous amputez la recherche d'une de ces jambes. Non pas celle qui permet d'aller vite, celle qui permet d'aller loin et parfois d'accomplir des pas de géant. Il se trouve aujourd'hui que le mouvement en avant vers un avenir incertain que M. Sarkozy souhaite poursuivre à une vitesse dépassant celle de la lumière, ce que même lui aura du mal à accomplir. Ce mouvement donc est le même que ce soit vous qui vous agitiez alors que le corps social reste immobile, ou bien que vous restiez statique pendant que le corps social va de l'avant. Cette dernière solution a cependant le mérite de nous projeter dans un espace-temps nettement plus humain que celui que vous nous proposez. Et je terminerai en disant que si je ne crois pas que Dieu joue au dé avec l'univers, je ne crois pas non plus qu'il accepte que l'on joue à la roulette russe avec l'avenir de nos concitoyens, particulièrement quand on triche, pour que seuls les plus fragiles se retrouvent l'arme sur la tempe, avec la balle dans le canon.